controverse. Nous allons parler aussi d'un autre roman court, et c'est le premier roman d'Arnaud Delcorte, qu'on connaît plus comme un auteur de recueil de poésie, vu qu'il en a quand même écrit une quinzaine depuis 2009, et on touchera un mot en fin de séance, en fin de la présentation, sur son dernier recueil de poésie qui est paru au Coudrier, Tesson au sable. Donc, celui dont on va parler ici, c'est le premier roman d'Arnaud, Une lumière incertaine, qui est publié chez Gérard Radon, d'édition Méo. Alors, c'est un premier roman très court mais très riche, qui nous occupe, qui raconte le parcours depuis Kigali, en passant par le Rwanda, l'Égypte, l'Algérie et la France jusqu'à Bruxelles, d'un migrant devenu sans-abri dans la capitale. Et on découvre le roman à partir de sa vie dans la capitale. Et il fonctionne sur différents plans. C'est non seulement un récit, un reportage, on va dire, sur la vie d'un migrant, depuis son lieu de départ jusqu'à aujourd'hui à Bruxelles, mais c'est aussi il y a aussi un caractère allégorique, car il fonctionne sur différents plans. Il y a notamment la légende de Rutega Mansi, qui a aussi, j'ai entendu dans une interview, été édité dans un livre chez Gérard Radon. Et pour citer Vincent Tholomé, dans la postface, il écrit que ça parcourt un spectre large, le roman d'Arnaud, qui va de la violence la plus extrême à la douleur la plus suave, de la désolation aux élans du cœur. Et Joseph Douanier, dans la préface, lui écrit Arnaud Delcorte nous donne à voir tant la lumineuse beauté du monde que ses côtés les plus sombres. Et voilà, dans un premier temps, on va demander à Arnaud quelle a été la genèse du roman et pourquoi il y a différents plans, comment il a composé son roman. Bien, merci beaucoup Eric, et merci beaucoup de m'accueillir ici. Alors pour répondre à ta question, la genèse du livre, elle a été relativement longue. C'est mon premier roman et il a commencé en même temps que mes livres de poésie, c'est-à-dire qu'en réalité, j'ai commencé à penser à ce roman en 2003. Et j'ai commencé à l'écrire en 2003, à la suite d'une rencontre. Et j'habitais à l'époque à Saint-Gilles, pas loin de l'avenue du Roi, qui est un des lieux décrits dans mon roman. Et là, il y avait un homme africain qui dormait sur des cartons. Et j'allais effectivement promener mon chien et je le rencontrais. Enfin, je passais à côté de lui, mais il avait l'air d'avoir pas toute sa tête à lui. Et donc, je n'ai jamais vraiment communiqué avec lui. Mais après, ça m'a donné l'idée d'inventer une histoire qui serait peut-être l'histoire de quelqu'un comme lui, ou en tout cas l'histoire d'une personne qui serait venue d'Afrique jusqu'à nos rues de Bruxelles pour finalement vivre comme un SDF. Et j'ai commencé à écrire ce livre à ce moment-là, et j'ai commencé à écrire des petits bouts. En fait, je n'ai pas écrit un roman, la façon dont je l'ai fait n'est absolument pas linéaire. J'ai écrit des tas de petits bouts, et là-dedans, il y a tout de suite eu, pas seulement l'histoire d'Olivier, le héros du livre, mais aussi j'ai voulu mélanger. J'ai commencé à écrire des petits bouts de contes. J'avais lu ce conte de Rutega Mansi, dont il y a plein de versions en réalité. Et donc là, j'ai adapté à Masso. Je me suis dit, ça ne sert à rien de copier l'histoire du conte réellement. Je me suis inspiré lourdement, mais j'ai réécrit des parties de contes. J'étais un grand lecteur de bande dessinée, notamment de Enki Bilal, et donc j'ai mis des extraits donc dans mon histoire. Le héros tombe sur une caisse où il y a une BD avec une femme aux cheveux bleus, et ça vient de La femme piège d'Enki Bilal. Et donc j'ai écrit des petites parties comme ça. Il y a 2-3 petits chapitres qui proviennent de cette lecture par le héros de la BD, enfin réinterprété à ma sauce. Et donc j'avais tout ce patchwork, mais à l'époque, en 2003, je n'ai pas su en faire grand-chose et j'ai abandonné, j'ai laissé là dans mes cartons pendant au moins une dizaine d'années. Puis après, je l'ai repris, j'ai décidé d'en faire réellement quelque chose, et il y a eu une première publication assez confidentielle en 2015 avec un éditeur haïtien qui habite aux États-Unis, mais enfin, je ne vais pas entrer dans ces détails-là. Donc ça n'a pas été diffusé ici, et par la suite, je me suis dit peut-être qu'il faudrait quand même essayer, peut-être de retravailler, d'en faire quelque chose un peu mieux, et de contacter un éditeur belge. Et là, j'ai parlé à Gérard Radon, qui m'a vraiment gentiment soutenu et qui m'a aidé aussi à retravailler le roman, à retravailler certaines parties, outre des corrections de base qu'il a faites.
il m'a suggéré à certains endroits, étant un romancier aguerri, lui, il m'a dit, mais là, tu sais, d'abord là, c'est le scientifique qui parle, donc oublie un peu, là, tu dois développer un petit peu plus, etc. Et donc, avec Gérard, on a vraiment travaillé sur le bouquin pour en faire ce qu'il est aujourd'hui. Et je suis pas... En tout cas, j'ai toujours cru à cette histoire, parce que depuis 2003, finalement, je l'ai gardé et finalement, on l'a publié. Et puis, je pense qu'il s'est amélioré, et comme le vin, j'espère qu'il s'est bonifié en vieillissant. Tu t'es documenté sur les parties des années 90 à Kigali? Un peu, oui, je me suis un peu documenté, mais je ne suis pas un grand documentaliste. Enfin, je n'ai pas été... Oui, je me suis documenté, et surtout, à l'époque, donc en 94, moi j'avais 24 ans, et on a vécu les événements du Rwanda d'ici, mais on avait des amis qui étaient rwandais. Donc on avait, il y avait dans nos amis de la famille, il y avait Christophe Mfizi qui a été ministre de l'Information au Rwanda avant les événements, mais qui était revenu, qui avait quitté le pays déjà, et sa fille qui était de notre âge, de l'âge de mon épouse et de moi-même, et donc je la connaissais bien, et donc par elle, on a eu de première main, disons, des informations sur ce qui se passait au Rwanda. Et bon, ici, je ne fais pas un livre sur le Rwanda, et je ne prétends pas le connaître assez pour le faire. Bon, c'est plutôt une toile de fond et des événements très difficiles qui mènent le héros à quitter son pays, à affronter des tas de choses, etc. Et à la base, l'idée que je voulais investiguer dans ce roman, c'est un peu, finalement, quelle est la limite entre l'humanité et la bestialité. Il y a l'écrivain Tristan Bernard qui disait deux choses m'étonnent, c'est l'intelligence des animaux et la bestialité des humains, si je cite plus ou moins correctement. Et c'est vrai qu'à certains moments, bon, ici j'ai pris le Rwanda, mais on peut voir autant de documentaires sur la Seconde Guerre mondiale, le nazisme, etc. Et plein d'autres choses qui se passent plus récemment, dont je n'ai même pas envie de parler aujourd'hui. Et je me dis, je voulais faire un livre un peu sur les marges, sur la limite entre l'humain, l'animal, enfin en tout cas, quand est-ce qu'on a des comportements qui ne sont plus humains, comment on définit l'humanité, etc. Mais aussi d'autres questions, notamment sur le genre, sur la sexualité, toujours un peu les marges qui m'intéressent. J'avoue aimer explorer ces marges, et peut-être parce que moi j'ai l'impression d'être quelqu'un qui est de la marge aussi. Je ne veux pas dire que je suis marginal, mais enfin... j'aime évoluer là-dedans, ça m'intéresse beaucoup. J'ai voulu faire sortir ça aussi dans ce livre. Peut-être que tu pourrais nous lire un premier extrait qui se situe au début du roman et qui raconte un peu la vie au jour le jour d'Olivier Teguera, comme ça qu'on dit. Oui. Enfin, il faudrait demander peut-être à un Rwandais, Joseph Ndouanier, qui a écrit le petit mot, comment on prononce exactement, mais je pense qu'on peut dire Teguera. Olivier Teguera, c'est Teguera. Oui, voilà. Alors là, donc, le héros dort justement à l'avenue du Roi ou au parc qui se trouve un petit peu plus haut, au parc du Den. Et à ce moment-là, dans l'extrait que je vais lire, il est dans la rue, c'est la nuit, et il dit ceci. Il dit pas, j'écris ceci. Des cris me réveillent. Un homme a brisé la vitre avant d'une voiture garée en contrebas, et deux autres l'ont pris en chasse, en hurlant des mots que je ne comprends pas, des insultes. L'homme détale dans l'allée de Gravillon. Il passe à ma hauteur avec le feu au derrière. Les deux autres gagnent du terrain, et je le vois jeter un sac de femme. Il ne m'a pas vu. Je suis invisible, noir dans le noir, transparent. Je dessine l'autre monde en négatif. De mes doigts crochus partent des tiges qui s'enfoncent dans la terre encore fraîche de cette nuit de juin. La première passée ici, entre la voie qui grimpe vers le parc et celle qui glisse dans la ville. Tout le jour, elle écoule ses défilés d'automobiles klaxonnantes et nauséabondes. Mais il est 4 heures et tout est calme. L'heure creuse. Quand la ville finit de se prélasser juste avant le lever du jour. Mes doigts sondent toujours plus profond, caressent le cœur de la terre, bien plus ancien et plus sage que les monticules de briques accolées qui m'entourent. Une sagesse insondable, énigmatique, distillée dans un langage depuis si longtemps oublié. Le langage des yeux du ciel, des grains de sable et de nos corps, lorsqu'ils sont aux prises avec le sommeil, la fièvre ou l'utérus de la mer. Fondu dans cette sagesse
je me suis rendu invisible. Alors la lumière est un motif récurrent, à commencer par le très beau titre que tu as donné à ton roman, Une lumière incertaine, mais on en parle dans tout, enfin c'est évoqué dans tout le roman, à commencer presque par le début, hormis le prologue. Après le prologue, il fait une méditation sur la vision, sur le regard, sur les couleurs. Elle se décline au sens propre à tous les degrés du cadran solaire et constitue un thème récurrent du livre. Et bon, plus spécialement, pourquoi ce thème de la lumière tout du long de ton roman? En fait, personnellement, je n'ai pas vu la lumière comme un thème de mon livre. Et le titre qu'on a trouvé assez récemment, finalement, pour le livre, il vient d'une phrase qui se trouve vers la fin. Et c'est un moment où le héros est dans un appartement, je ne vais pas décrire les détails, et on lui a demandé de rentrer la cage à perruches qui a été mise sur le balcon parce que c'était une journée ensoleillée pour que les perruches profitent un peu du soleil. Et alors, là j'écris, il y va, il essaie de les faire sortir de la cage. Au début, elles tournent un peu en rond parce qu'elles n'ont pas envie de sortir, elles sont habituées à être en prison. C'est ça aussi apparemment. Et puis au bout d'un moment, elles sortent de la cage et là... on dit ceci: elles prennent leur envol avec des petits cris que j'espère de joie. Je les revois fugitivement dans la lueur tamisée d'un balcon voisin, fragile battement d'ailes dans une lumière incertaine. Puis ombre plus noire que les ombres, enfin même les tris s'éteignent dans le lointain. Et donc là, pour moi, cette lumière incertaine, ça reste ouvert, mais peut-être la liberté. Maintenant, si tu veux, je suis scientifique et je suis physicien, et en parlant de la lumière... Il y a d'autres passages dans le livre. Il y a un passage peut-être un peu plus physique dans le livre où je parle de la lumière, où je dis que quelque part la lumière, elle dilate le temps. En fait, quand on a un objet qui approche de la vitesse de la lumière, pour l'observateur extérieur, le temps s'écoule moins vite pour la personne qui est dans le vaisseau spatial. Et si on est à la vitesse de la lumière, en principe, le temps s'arrête. Le temps n'a plus de sens, le temps n'a plus de cours. Et donc, quelque part, pour moi, cette lumière, c'était un moyen que l'instant devienne l'éternité. Je trouve que c'est une assez jolie image. Donc, la lumière, c'est vrai que ça me touche beaucoup, mais ce n'était pas vraiment le thème du livre. Mais il y a souvent, sans doute, des observations sur la lumière, sur l'ombre, sur la pénombre. Et je crois que c'est lié au fait que, comme on en discutait tout à l'heure, je suis quelqu'un d'assez visuel. Pour moi, c'est la vision qui est la plus importante de mes sens et qui me stimule le plus, et donc je suis fort influencé par des œuvres d'art plastique, par de la peinture, etc., et par les ambiances et la lumière ou l'absence de lumière. Et je suis assez peut-être effrayé par la nuit quand même. Je suis quelqu'un plutôt de la lumière du matin, du soleil, etc. Plutôt. Il y a un beau passage aussi où quelque part Olivier, dans un songe, comme un fantasme de retour au liquide amniotique, je l'ai perçu comme ça. Et il y a plusieurs moments comme ça où le héros, on a presque l'impression qu'il meurt puis qu'il revit. Il a plusieurs renaissances et plusieurs morts, un peu comme les chats. Je pense que tu le signales dans un livre ou l'autre. Est-ce que c'est dans celui-ci? C'est une vision peut-être, mais c'est vrai qu'il y a une... En fait, le livre est un peu... c'est pas un roman documentaire, une histoire documentaire sur la mais c'est effectivement le parcours d'une personne, d'un être humain. Et donc, c'est une quête existentielle pour moi, et comme je disais. Et donc là, il y a effectivement un passage où il y a un rêve. En fait, le héros fait un rêve et où il passe, il se lève, il est couché sur une plage, il est nu, il se lève, il descend dans la vague, il descend dans l'eau, il continue à marcher, même quand l'eau passe au-dessus de sa tête, il continue à pouvoir respirer dans l'eau, donc c'est un rêve. Et c'est vraiment ce passage, et puis à un moment donné, il ressort, je ne vais pas tout expliquer, il ressort et il voit une personne étendue sur le sable, et il se voit lui, et il sait qui il est. Enfin, c'est une métaphore, effectivement, d'un passage. Je ne sais pas si c'est à celui-là que tu faisais référence. Peut-être un mot sur ton engagement. Et comme tu le précises bien, ce n'est pas
le simple récit de la vie d'un migrant. Ça dépasse bien ce cadre-là, mais malgré tout, je pense que tu es sensible et que ton roman informe beaucoup sur la vie des migrants. Est-ce que tu es sensible est-ce que tu es sensible au sort des migrants, à la politique du droit d'asile en Belgique? Et j'ai vu dans un précédent de tes ouvrages, dans Stroboscope, il y a Catherine Boudet qui, dans la préface, parle à ton propos d'un engagement politico-poétique. Je trouve que c'est très bien vu, parce que non seulement dans cet aspect-là, dans ce roman, mais aussi dans d'autres écrits, quand tu interviens plus quand c'est une littérature, on va dire, un peu homosexuelle, tu emploies des mots très crus et quelque part tu t'engages, mais enfin, quelle est ta position en fait au niveau de la littérature engagée, de ton engagement plutôt en tant qu'écrivain alors? Pour répondre à peut-être la première partie de ta question d'abord, oui, bien sûr, je suis sensible au sort des migrants. Bon, je suis un homme de gauche, je suis un homme de paix. Je pense que l'Europe est très frileuse dans sa politique d'accueil et qu'on devrait faire beaucoup mieux. Je pense que c'est notre... À partir du moment où on se dit qu'on appartient à la race humaine, qui est une, je pense qu'on a un devoir de fraternité et de solidarité. Et moi, ce qui se passe, la politique, je ne défends absolument pas la politique européenne en matière de migration, et je suis tout à fait très triste de ce qui se passe, et ça ne vaut pas que pour l'Europe d'ailleurs, pour tous les pays riches, mais enfin, je ne vais pas vous parler de mes positions politiques. Donc là, je sais pas, dans ce livre-ci, il n'y a pas vraiment un engagement profond, parce que j'étais vraiment intéressé par la description du parcours d'une personne, d'un être humain. Et je connais aussi des migrants, je connais des gens qui ont demandé l'asile. J'ai accompagné un ami sénégalais il n'y a pas tellement longtemps à un endroit où il devait faire son entretien. Bon, heureusement pour lui, ça s'est bien passé, il a obtenu l'asile maintenant. Et donc je suis confronté à ça parce que je connais pas mal de gens je connais quelques personnes en tout cas qui ont fait ce parcours. Je vois vraiment pas le problème. Où est le problème d'accueillir des gens chez nous, surtout quand ce sont des quantités proportionnellement si petites par rapport à la population de la Belgique. Voilà, ça c'est un point. Je pense qu'on peut écrire de façon engagée. Je pense que ce n'est pas une obligation, évidemment. On peut écrire pour des raisons personnelles, esthétiques et autres. Mais la littérature peut servir l'engagement aussi. Oui, c'est une façon de faire circuler un message et peut-être de faire bouger les choses par la littérature aussi. Mais ce n'est absolument pas une obligation. Pour moi, la qualité esthétique de la littérature, c'est quand même peut-être le plus important. Et c'est pour ça que je fais de la poésie aussi. Même si dans la poésie, j'ai des livres qui sont plus engagés, des livres qui sont plus que moi. En tout cas, je recherche l'esthétique plus qu'autre chose. Ouais. Tu as aussi un rapport subtil avec ton narrateur. Donc, c'est écrit à la première personne. Donc, c'est le narrateur qui s'exprime, c'est Olivier Teguera. Et dans le prologue, tu laisses d'ailleurs entendre qu'il écrit. Donc, j'ai appris à écrire vers l'âge de 8 ans. Et depuis, je n'ai plus cessé sur les tableaux, dans le sable ou la poussière, dans le bois et dans la pierre, sur les gandouras méticuleusement tendus au fil de cette terrasse à soie, etc. Donc, quoique dans le prologue, on se demande si c'est toi ou si c'est le narrateur qui écrit. Donc, il y a un jeu subtil comme ça entre l'auteur que tu es et le narrateur. Et par certaines prises de position, on sent plus l'auteur. Tout ça pour en arriver à dire que voilà, oui, je voulais aussi te demander, est-ce que l'écrivain n'est pas aussi une sorte de migrant, une sorte de sans-abri, comme tu le disais tout à l'heure, toujours un peu à la fois dans la société et pas dans la société un peu dans la marge, quoi. Oui, peut-être dans la mesure où on est un observateur de la société, on peut peut-être dire ça, et par rapport à la construction des personnages, peut-être qu'effectivement chaque personnage diffracte un petit peu de notre lumière d'auteur, c'est-à-dire qu'on met un petit peu de nous dans chacun des personnages. Ici, moi j'ai deux personnages principaux, je dirais. C'est Olivier et puis la personne qui rencontre vers la fin. Olivier, c'est le migrant. L'autre personne, Mathias, c'est un scientifique. Donc effectivement, il y a de moi dans la personnalité du scientifique aussi, et de moi dans la personnalité
du héros. Je pense que c'est ça ce qui est chouette dans l'écriture, et certainement dans l'écriture de roman, dans la narration, c'est on peut créer des personnages et les faire vivre. Même si je ne suis pas un grand fan de la narration et je pense que je suis plus un poète qu'un écrivain de prose, c'est quand même assez jouissif de pouvoir. Tu as toujours faire pensé ça. d'écrire le roman à la première personne ou tu as parfois pensé d'écrire à la troisième? Non, immédiatement je me suis dit que j'allais l'écrire à la première personne et c'est vraiment pour être proche aussi du lecteur et peut-être titiller plus directement le lecteur. Je trouve que c'est beaucoup plus direct. Et aussi parce que je voulais, dans le style d'écriture, le narrateur, généralement, il s'exprime par des phrases assez courtes et tout. Je voulais un style assez rapide, assez haché, comme ça, pas faire des longues phrases très lyriques, parce que je pense que c'est beaucoup plus proche de la personnalité que j'imagine de mon narrateur et aussi de la vie qu'il mène, qui est des successions de présents qu'il ne contrôle pas et qui arrivent à lui d'une manière assez chaotique finalement, et il doit affronter toutes les situations, et ça il me semble que c'est reflété par la structure en petits chapitres et par le fait que c'est écrit en phrases courtes. Tu peux nous lire un dernier extrait, puis on parlera un petit peu de ton recueil paru au Coudrier. Qu'est-ce que tu veux comme extrait? On va plutôt vers la fin. Oui, voilà. Ok, donc ça c'est vraiment à la fin du roman. J'enlève tous mes vêtements et m'avance à travers l'appartement, écarte les rideaux et les voiles de lin colorés de la chambre. J'observe l'homme endormi sur le dos, les draps repoussés à cause de la chaleur. Il a plongé sereinement dans le premier sommeil. Il respire régulièrement. Je reste quelques minutes debout, au pied du lit, à le veiller. Je m'assois délicatement sur le rebord et, le plus silencieusement possible, me coule à son côté. Son souffle se trouble un instant, puis le sommeil reprend son cours. Je m'empreins de cette présence, de cette proximité nouvelle. Le chien, étendu sur la descente de lit, méfiant, finit par reposer doucement le museau sur ses pattes avant. Les images se télescopent dans ma tête. Le voyage, les morts, les naissances, des femmes et des hommes dont le regard m'ont blessé et m'ont ému. Je me vois homme frontière dans le monde des humains. Ma peau est une porte que je franchis constamment, sans espoir de retour. Merci. On va passer un petit peu à 5 minutes au recueil de poésie, au dernier recueil de poésie d'Arnaud, Tesson au sable, qui est paru donc au Coudrier, avec des photographies d'Arnaud. Il y en a, je pense, 18, pardon, si Philippe a bien compté. 18 photographies en noir et blanc et en couleur, des très belles photographies aussi, des très beaux poèmes assez courts. Et ça se situe un peu entre le journal intime et le carnet de voyage. Comme tu l'as dit, tu étais physicien dans 2 universités, que tu voyages beaucoup pour ton travail. Donc ce sont des carnets de notes que tu as pris au cours de tes voyages et que tu as rassemblés ici. Oui. Peut-être là aussi, peut-être comment as-tu composé ce recueil qui est assez épais, mais qui est très beau, et tant pour les poèmes que pour les photographies d'Arnaud. Et oui, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais surtout dans les recueils de poésie, tu associes souvent des artistes ou des photographes. Ici, tu as choisi des photos de toi. Pourquoi? Je ne prétends pas être artiste-photographe, mais donc là, il s'agit d'une espèce de compilation de voyages et effectivement de textes courts que j'ai écrits dans des carnets au fil de mes voyages, au fil du temps. Et il y a peut-être une quinzaine de voyages comme ça où j'ai fait évidemment à l'occasion des photos et j'ai décidé d'illustrer moi-même par une photo correspondant à l'endroit où j'étais allé. Donc il y a un peu plus que 15 photos, mais 15-16 photos comme ça qui illustrent chaque fois les différentes parties. Il y a 3 parties dans le recueil. Il y a une partie qui est plutôt autour de la Méditerranée, une partie vraiment vers l'Égypte où j'avais été pas mal, et puis une partie Pacifique, États-Unis, Pacifique, Asie. Et comme tu dis, certains des voyages, beaucoup des voyages, je les ai faits pour le boulot, certains aussi pour le plaisir, disons, pas tous, heureusement. Je voyage aussi pour les vacances, pour le plaisir, dans certains endroits. Et j'écris souvent des textes courts en voyage, et donc
Ça va de petits textes qui sont proches du haïku vers parfois des aphorismes. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de règle particulière, il n'y a pas non plus de compte des syllabes, etc. Donc ce n'est pas une forme bien définie, c'est tout à fait libre. Et ça va de textes de description, description d'état d'âme, d'état d'esprit, des choses plus intérieures. Tu n'as pas, est-ce que tu peux nous lire quelques extraits ou non? Je ne sais pas si on a encore le temps ou tu peux, vas-y. J'en ai mis quelques-uns que j'ai particulièrement appréciés. La mer est une femme aux langueurs humides, parfois aussi l'homme est une femme. Sous le maillot, donc il y a des textes assez crus, mais très beaux. Enfin, ils sont très choisi ceux-là. Oui, ils sont relevés par l'écriture. Sous le maillot de cet homme fleurit une orchidée noire aux multiples saveurs, bulbes lourds et bourgeons sans corolle, ourlés de mousse fraîche. Elle exsude un sucre translucide qui ravit le palais. Peut-être plus léger alors. Un petit plus soft. Le rythme des cyprès, celui des lauriers, le grand rire du ruisseau en bas, je ne résiste pas à la musique des heures. Écrire, dis-tu, écrire, c'est découper des petits morceaux de vie qu'on rabiboche comme on peut. Il y a un paradoxe avec la lumière, elle te fait voir, et pourtant elle est si vive que jamais tu ne pourras la voir. Point de connaissance, or le savoir intime des peaux. Et un très court, non, peut-être encore deux. L'eau répond à la pierre comme l'instant à l'éternité. Et celui qui donne son titre au recueil, les lucioles à l'herbe d'automne, l'homme sourd au repentir, l'âme à la traîne du jour, sont comme tessons au sable. Peut-être une toute dernière question. Est-ce que le poète de Tesson au sable a rencontré dans son voyage Olivier Téguéra? Comme je t'ai dit au début, Olivier Téguéra, en tout cas l'imaginaire Olivier Téguéra, je l'ai rencontré à Bruxelles et pas en voyage, mais effectivement ça aurait pu arriver comme ça. On n'a pas retrouvé ses traces. Est-ce que je ne suis pas encore allé au Rwanda, mais peut-être un jour ça viendra. Mais voilà. Merci pour votre écoute. Merci à toi. Oui, merci.